ont parlé. Honoré Naoum. Mesdames et messieurs, bonjour à vous. Vous êtes sur la 94.3 Radio Cotonou. La Constitution béninoise stipule en son article 153 que l'État veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales, et de l'équilibre régional, j'allais dire. Sur cette base, le Bénin s'est doté d'une loi cadre sur l'aménagement du territoire votée par l'Assemblée nationale le 26 mai 2016. L'ambition est claire. L'État doit entre autres œuvrer pour la promotion d'un aménagement du territoire qui assure le développement régional et la gestion rationnelle de l'environnement. Depuis lors, des actes ont été posés. Sur la Dominicale de Vérité, Radio Cotonou vous amène à jeter un regard sur cette mission républicaine. Que doit-on comprendre par l'aménagement et le développement des territoires? Les acteurs impliqués dans ce domaine, est-ce que le Bénin, notre pays, emprunte le bon couloir pour l'atteinte des objectifs? Pour nous guider, nous recevons un Béninois de la diaspora. Il réside au Canada. Bonjour à vous, Dr Hippolyte Dossa Dansou. Bonjour, Honoré Naoum. Merci de venir vers nous pour échanger sur cette thématique qui concerne bien entendu l'aménagement. Vous avez développé votre expertise dans le domaine de l'aménagement du territoire, du développement régional. Vous travaillez actuellement sur des questions d'écofiscalité, de mobilité durable, si je ne me trompe. Exactement, c'est très bien dit. Merci d'avoir accepté notre invitation. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Tikpe et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Nous allons vous permettre d'intervenir dans une quarantaine de minutes pour poser vos questions à notre invité au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Vous pouvez aussi déposer vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour à vous, docteur Hippolyte Dossa Dansou. Bonjour. Et oui, ce sont les études qui vous ont conduit au Canada ou c'est le travail? Ce sont les études après. Ne soyez pas gênés, ça se passe toujours ainsi. Ici, on donne la possibilité à nos invités de mieux se faire connaître. Ce sont les études qui m'ont conduit au Canada et j'ai été en 2016, j'ai commencé mes études doctorales en 2016 et j'ai fini et puis je me suis dit il faut rester. Tout récemment, j'ai bénéficié d'une bourse postdoctorale pour travailler dans la ville qu'on appelle Sherbrooke où j'interviens, j'accompagne les élus sur les questions d'écofiscalité et de mobilité durable. Pourquoi vous avez décidé de rester là-bas? Est-ce que c'était l'ambition de départ? Non, mais en fait, je suis en train de, comme on dit, chacun de nous cherchant mieux. Il y a ce souci, mais aussi après les études, j'ai eu des opportunités qui m'ont été offertes, que j'ai saisies pour développer mes compétences et les asseoir surtout, mais comme vous le sentez, pouvoir aussi les mettre au service de mon pays. D'accord. Donc vous êtes sûr que vous êtes resté connecté? Oui, je suis resté connecté à mon pays. Si vous étiez dans la commune de Soava hier, vous m'auriez vu. Ah bon. Et vous faisiez quoi là-bas? On a créé une école communautaire et puis on a voulu expérimenter, respecter le principe par exemple de 30 enfants au plus par classe. D'accord. Afin de voir si l'enseignant peut arriver à donner toujours un 100% à la fin de l'année. Parce que le gros problème de l'école ici, c'est le nombre pléthorique des enfants dans les salles de classe. Il y a des salles de classe où j'ai été, lors de mes visites antérieures, où j'ai vu 120 enfants pour un enseignant. C'est pas évident au niveau de la réussite à la fin de l'année. Alors, ce que nous avons voulu faire, c'est d'appliquer cette norme qui est déjà là, inscrite dans les documents, mais qui n'est pas forcément respectée. Alors, nous avons développé ça et ça marche très, très bien. Donc, si on respecte les lois, ça peut marcher au niveau de quelle est la stratégie que vous préconisez? C'est surtout de voir 30 enfants par classe, un enseignant
mais on mise beaucoup sur le respect des normes, les curricula de formation que l'État a développés, et on se demande à la fin, on peut arriver à de très bons résultats. D'accord. Est-ce que l'environnement ou bien l'architecture ou bien le cadre permet d'atteindre cet objectif? Nous avons construit une école. Ah, vous avez construit une école? Oui, nous avons construit une école communautaire. Vous-même ou bien avec des partenaires? J'ai mis en place avant de partir une association. J'ai beaucoup travaillé au niveau de la société civile. Mon organisation s'appelle Boussole de la Cité, basée à Soava, dans la commune de Soava. D'accord. Et donc, cette organisation a voulu expérimenter cette approche-là, de respecter les normes éditées par l'État en termes d'éducation, mais surtout d'apporter une touche spéciale, c'est-à-dire on met les enfants au cœur de l'éducation, mais aussi les parents. C'est important pour nous. Donc, ça veut dire qu'il faut construire beaucoup d'écoles. Oui, il faut construire beaucoup d'écoles, non seulement construire, mais trouver des formateurs de qualité, un personnel de qualité. Pour occuper les enfants. Oui, ça peut aller. Et vous étiez très content hier? Très content hier. Qu'est-ce qui vous a réjoui? C'est l'accueil ou bien le projet qui a abouti? Le projet a commencé depuis 2017. D'accord. Donc, on a eu les enfants, la première promotion a gradué, donc elle est passée au secondaire, elle a passé le certificat d'études primaires, le CEP. D'accord. Et ils ont donné un 100%, ce qui était intéressant, dans une communauté où le taux d'échec fait partie des moins reluisants au Bénin. D'accord. Donc, c'est de montrer que même dans une communauté aussi enclavée que Soava, aussi reculée, on peut arriver à bien faire les choses lorsqu'on s'y met de tout son cœur et de toute son énergie aussi. D'accord. Vous avez eu le soutien qu'il faut de la part des autorités de cette localité? Oui, on a eu les conseillers pédagogiques au niveau de l'éducation, la circonscription scolaire, les responsables de la circonscription scolaire étaient là, le maire était là, les autorités locales, elles étaient toutes là. C'était très intéressant. Très intéressant. Merci donc d'entrer dans la matière avec nous. Mais je reviens sur votre séjour au Canada pour vous poser une question. Est-ce que c'est la meilleure destination pour renforcer les capacités en matière d'aménagement du territoire? Je ne dirais pas que c'est la meilleure destination pour tout le monde, mais vu ce que moi je recherchais, et vu aussi mon passé d'impliquer au niveau de la société civile, j'ai beaucoup travaillé avec des Canadiens et recherchant une formation de qualité où j'allais m'épanouir et surtout trouver ce que je voulais en termes de compétences. J'ai trouvé l'Université Laval, j'ai trouvé d'autres universités, mais l'Université Laval m'a plu et je me suis inscrit là et c'est là que j'ai fait mon cursus doctoral. Voilà. Donc vous êtes pétri de talent, c'est ça, pour sauver le territoire béninois? Pétri de talent, c'est un peu fort. J'essaye de développer mes compétences, de les asseoir. Je continue parce que le savoir n'est pas limité. Donc, vous continuez à apprendre et à découvrir de nouvelles choses. Alors, docteur, que mettons-nous dans l'aménagement du territoire? Merci beaucoup. L'aménagement du territoire est un thème vaste. C'est tout ce qui peut aider, vous l'avez très bien dit dans votre introduction, à gérer l'environnement au niveau d'un pays, d'une ville, d'une localité. Quand on parle de l'environnement, c'est aussi bien tout ce qui est bâti, le foncier surtout, à partir de là, les terres. Comment organiser tout ça pour que ça fasse symphonie et qu'on n'ait pas à subir les contre-coups, par exemple aujourd'hui, des changements climatiques, mais l'aménagement du territoire est au cœur même du développement des villes, du développement de nos localités. D'accord. Mais est-ce que c'est pas une notion vague pour les gens? Est-ce que les populations comprennent véritablement de quoi cela retourne? Je pense que ce n'est pas une notion vague. Peut-être que dans les concepts utilisés antérieurement, ce n'était pas traduit comme aménagement du territoire. Même dans nos villages, la case du chef, la case des personnes qui travaillent avec le chef, il y a un dispositif. Les gens devaient entourer, ça doit faire face à tel. Les gens aménageaient les choses de leur façon et le fait même de tracer les pistes rurales au-delà ou indépendamment de tout tracé organisé par la ville ou par les pouvoirs étatiques, même nos parents, nos ancêtres traçaient leurs pistes pour servir les raccourcis pour aller d'une ville à l'autre ou d'un village à l'autre. On doit passer ici respectant tel fétiche. Tout ça là fait partie de l'aménagement parce que c'est des normes, même si elles n'étaient pas éditées dans un document, ça respectait une certaine logique. Aujourd'hui, dans l'état moderne, il y a des documents qui accompagnent l'aménagement parce qu'il y a des analyses qui sont faites, il y a des expérimentations qui ont été développées afin de trouver la bonne formule pour que, par exemple, les villes ne soient pas inondées, pour que la pollution soit gérée, pour que l'environnement soit pris en compte dans toutes les décisions et que le cadre de vie soit assaini. Le cadre de vie soit assaini. Et je me suis beaucoup réjoui de lire le ministère du cadre de vie. Je me suis dit, c'est la première fois qu'on a de telles approches au Bénin, c'est intéressant. Concrètement, quand on rentre dans le cœur même du sujet, l'aménagement du territoire,
Si on doit présenter ce vaste domaine, comme vous le dites, en matière de typologie, quels sont les types d'aménagement du territoire qu'il faut, sur lesquels l'État devrait donc travailler? L'aménagement du territoire, c'est d'abord tout ce qui permet, par exemple, de bâtir, c'est-à-dire construire. Par exemple, tracer les routes, construire les maisons. Quelle sorte de maison? Où est-ce que ces maisons doivent être construites? Parce qu'il ne s'agit pas de dire on va construire des maisons. Il y en a, vous voyez à Cotonou, malheureusement, des gens construits dans des bas-fonds qui sont des exutoires naturels des eaux de pluie. Or, lorsque vous construisez dans des bas-fonds, vous empêchez l'eau de pluie de circuler, vous empêchez la pluie de suivre son chemin, et tout ça, ça crée des inondations. Et on est là, certains ironisent parfois en disant Cotonou, Cototrou. C'est mauvais, mais c'est parfois la réalité. Aujourd'hui, il y a un effort, et puis depuis les gouvernants griffes de la ville successifs qui ont pris le pouvoir à la tête de la ville, il y a un effort, c'est intéressant. Au-delà donc de la construction, au-delà du tracé des voies, il y a aussi même l'organisation, toute la gouvernance derrière. Ça fait partie de l'aménagement. Parce que oui, on va prendre des lois, oui, on va éditer on va prendre des décrets, on va éditer des normes pour respecter l'environnement en termes de pollution, en termes d'espace vert, en termes de pistes, tout ce que ça doit desservir, le positionnement des maisons. Oui, on va prendre ça. Mais si les acteurs ne sont pas organisés, si les acteurs ne sont pas structurés, si la gouvernance qui soutient tout ce dispositif-là n'est pas huilée, vous avez beau éditer les tests ne peuvent pas s'appliquer d'eux-mêmes. Il faut des gens, il faut des stratégies, il faut des structures pour porter ces tests-là. Et tout ça s'accompagne d'une communication organisée. D'accord. Alors, est-ce que vous voyez vraiment les cadres béninois dans cette dynamique, comme vous le dites? Parce que vous parlez de politique, il faut donc organiser la chose. Est-ce que vous voyez les cadres dans cette dynamique? Le gros problème au niveau de nos villes, il faut dire, l'aménagement, souvent les gens pensent que ça se limite aux voies bitumées. C'est-à-dire, il faut que, on dit souvent, il faut avoir des voies goudronnées. Donc, ça doit être goudronné. Tant que ce n'est pas goudronné, ce n'est pas bien. C'est limitatif de l'option même de l'aménagement. De parler seulement de voies goudronnées, c'est comme si on prenait juste une partie pour le tout. L'autre chose aussi, l'erreur que les gouvernants ou les gouvernements successifs ont commise à la tête du pays, c'est d'avoir d'abord laissé les gens s'installer avant de vouloir aménager. C'est mauvais. Parce que lorsque les gens sont installés... Mais ça continue toujours. Ça, exactement. On en parle il y a très longtemps. Merci ça beaucoup. Ne change pas. Il faut casser, et lorsque vous cassez, ça fait des grincements dedans, et ça fait en griffe l'impopularité politique. Alors que casser aurait pu être fait avant, en amont. Donc, c'est vraiment des aspects qu'il faut voir. Donc, ça a été un peu... vous l'avez dit, ça continue. Cette approche-là ne peut pas marcher. Ne peut pas marcher sur du long terme. D'accord. Alors aujourd'hui, quand vous voyez bien le milieu dans lequel on est pour l'aménagement du territoire, quels sont les acteurs qui sont véritablement impliqués? Les premiers acteurs impliqués, c'est d'abord la population elle-même. Parce que si elle ne comprend pas pourquoi on doit aménager, vous avez beau éditer les lois, ça peut être perçu comme une coercition, et la coercition va avec l'impopularité politique. Or, les gouvernements successifs, ils ont envie d'avoir les fauteuils sous leurs fesses. Donc, c'est d'abord de faire comprendre aux gens que l'aménagement, ce n'est pas une imposition, ce n'est pas comme on dit, mais vous devez. Non, c'est d'abord pour notre bien-être. Et c'est pour cela que j'ai aimé le thème de cadre de vie. Lorsque nous assainissons, lorsque nous prenons soin de notre cadre de vie, il y va de notre propre santé. Nous allons mieux nous sentir nous-mêmes. Imaginez que je vive tout le temps avec des tas d'ordures parce qu'il n'y a pas un système de localisation de ces ordures-là, de leur enlèvement et de leur traitement. Lorsque vous devez vivre au milieu des tas d'ordures, mais vous faites face à tout ce qu'il y a comme maladie possible. Et quand il pleut, l'eau de ruissellement va drainer ces déchets-là, va les répandre, va les essaimer partout, et ça devient d'autres problèmes de santé. Et ça va de contamination ou de contagion en contagion. Voilà ce qui se passe. Donc, c'est intéressant de présenter ou de voir que la population voit l'aménagement comme « mais c'est ma vie et ma survie qui en dépendent ». Ce n'est pas parce que l'État veut quelque chose, non. C'est parce que nous devons, en tant que population, personne aspirant à la bonne santé, voulant vivre dans de meilleures conditions, nous devons
aménagé, bien aménagé. C'est le premier acteur, c'est la population. Oui. Et après? Le deuxième acteur, c'est les gouvernements, qu'ils soient gouvernements nationaux, gouvernements supranationaux, même c'est-à-dire les partenaires qui viennent, ils doivent respecter ça, et même les gouvernements locaux, parce qu'il y a les schémas directeurs d'aménagement des communes, où on voit où est-ce qu'on doit faire ceci, pourquoi on doit tenir tel marché, où est-ce que telle infrastructure locale, où est-ce qu'elle doit être installée. Ces schémas directeurs doivent servir, puisqu'ils ont été élaborés en relation, en corrélation avec les schémas d'aménagement nationaux. Donc c'est vraiment intéressant, comme c'est une sorte de démultiplication ou je dirais même de sectorisation de la politique nationale. Donc tout ça là, ces acteurs là, que ce soit les acteurs locaux, les acteurs nationaux, moi je les mets dans ce que j'appelle un peu les gouvernants. Ils doivent collaborer avec la population. Et je l'ai dit, ça prend une communication. Parce que les tests ne peuvent pas aller se diffuser d'eux-mêmes. Donc les gens doivent comprendre. C'est là, par exemple, le rôle des radios de proximité, par exemple, le rôle des médias. Utiliser tous les canaux nécessaires pour diffuser la bonne information afin de susciter le dialogue, le débat et de susciter la compréhension et le consensus. Donc ce sont des acteurs qui sont véritablement impliqués. Oui, évidemment. Il y a aussi tout ce que je peux appeler les acteurs de pouvoir, c'est-à-dire que ce soit les leaders religieux, les leaders sociaux, qu'on doit mettre souvent dans la balance afin de faire passer l'information. Parce que, vous le savez, lorsqu'on doit par exemple construire quelque part et que les chefs religieux disent c'est l'emplacement de tel fétiche, alors que normalement que la route ou l'infrastructure communautaire passe par là, mais ça facilite beaucoup de choses, ça permet certaines choses. Tout ça, ça prend des dialogues et ces acteurs-là ne doivent pas être laissés de côté. C'est pour cela que j'ai dit la population. Donc je les mets dans la population, mais il y a aussi les gens d'opinion, les gens de force, ceux-là qui peuvent convaincre les autres. C'est important d'utiliser tous ces acteurs-là dans l'aménagement. D'accord. Et quand on parle d'aménagement du territoire, est-ce que ce n'est pas limitatif de focaliser juste l'attention sur la construction, faire les routes et autres? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres volets importants qu'on doit quand même aborder pour atteindre les objectifs? Oui, je vous l'ai dit, au cœur de l'aménagement du territoire qui va largement au-delà de la construction des routes, de la construction des maisons, il y a la question de la gouvernance. Parce que lorsque la gouvernance n'est pas bien organisée, lorsque les acteurs ne perçoivent pas la nécessité d'aménager ou qu'on déplace tels acteurs de tels milieux vers d'autres, ça crée des couacs, ça crée des frustrations et la politique a beau être conçue, a beau être élaborée, a beau avoir tout ce qu'il y a comme atout nécessaire pour son application, lorsque la gouvernance qu'il apporte n'est pas une gouvernance inclusive, participative, mais ça échoue. D'accord. Ça échoue. D'accord. Alors, est-ce que vous voyez cette mission-là bien accomplie dans notre pays, le Bénin? Parce qu'il y a très longtemps que la loi cadre sur l'environnement a été définie depuis 2016, mise en application en 2017. À ce jour. Disons-nous la vérité. Comment vous regardez le Bénin quand on parle d'aménagement du territoire? Il y a un effort. Je commence d'abord par les points positifs. Il y a un effort. C'est franc parler, d'accord? Non, ne vous en faites pas. Dites-nous clairement. Je n'ai pas ma langue dans ma poche. On va le dire avec tout le respect qu'on doit aux autorités, mais on va le dire dans la vérité. D'accord. Il y a un effort qui est fait, d'abord d'avoir pris des normes, c'est-à-dire qui encadrent l'aménagement. Parce que lorsqu'on ne définit pas des normes, ça peut aller dans tous les sens. C'est d'abord important d'avoir des normes législatives qui encadrent, ou des décrets, tout ce qu'il y a comme documents encadrant l'aménagement. La deuxième chose, c'est l'effort pratique, c'est-à-dire, par exemple, on a commencé à réfléchir, par exemple, au tracé des voies. On a commencé à dire comment faire pour que, par exemple, la ville de Cotonou ne soit plus inondée. On repense la stratégie, la politique. C'est intéressant. Aujourd'hui, lorsque, par exemple, vous descendez à l'aéroport, j'étais descendu la dernière fois à l'aéroport, j'ai vu l'aménagement des espaces verts pour que Cotonou soit verdi. Parce que l'un des gros problèmes dans l'aménagement, c'est de vouloir tout bitumer. Lorsque vous bitumez tout, vous créez ce qu'on appelle des îlots de chaleur et vous allez avoir même une chaleur bizarre ou qui n'est pas habituelle dans le pays. Et lorsque les gens ont chaud, c'est mauvais. Et l'une des conséquences de vouloir tout bitumer de façon effrénée, c'est de pouvoir rogner sur les espaces où l'eau doit passer. Les questions de perméabilité du sol. Donc, vous bitumez tout, vous créez l'imperméabilisation des sols. Et lorsque vous créez l'imperméabilisation des sols, vous favorisez les inondations. D'accord.
Il y a ces aspects-là. Donc là où on a fait les routes, là. C'est intéressant de faire les routes, mais lorsque vous faites les routes, il faut que ce soit bien aménagé pour que l'eau circule facilement. Parce que déjà dans nos maisons, c'est pour cela ça prend tout un ensemble. Même l'architecture, comment les maisons doivent être, ça doit permettre, par exemple, que une fois les routes installées, tout ça là soit dans une certaine musicalité à permettre que l'environnement soit protégé. Si la construction des routes ou la construction de ce qu'on appelle caniveau ici permet de renvoyer de l'eau dans les maisons, qu'est-ce que nous refusons, qu'est-ce que nous acceptons, comme on dit vulgairement? C'est-à-dire quoi? Il faut que ce soit un tout. Ce n'est pas seulement construire les routes. Il faut voir comment désormais, je ne dirais pas imposer, mais suggérer une certaine architecture. Parce que lorsqu'on veut qu'une ville ait une certaine lisibilité au niveau de son aménagement, il faut voir quelle architecture est adaptée pour la ville. Mais tout ça, c'est comme si c'est fait après. On semble sentir un genre d'amateurisme dans le travail. Parce qu'on laisse les gens s'installer, chacun construit de façon anarchique. Il y a ce qu'on appelle les permis de construire et tout ce qu'il y a comme document sur la construction. Oui, on peut les avoir. Mais vous rentrez dans les maisons aujourd'hui... Avant de vous laisser poursuivre, vous avez dit quelque chose qui retient quand même mon attention. Les populations se sont installées. Oui. L'État vient pour faire une route dans cette localité et monte la route à un niveau donné où les populations se retrouvent, leurs maisons se retrouvent en dessous du niveau de la route. Est-ce que ce n'est pas une agression? Est-ce que ce n'est pas une offense à ces populations? Le tort est imputable à nous tous. Disons-nous la vérité. Oui, disons-nous la vérité. Je sais qu'il y a des normes qui sont éditées en termes même de construction. Mais combien les respectent? Moi-même qui vous parle, j'ai ma maison à Calavi. Combien ou comment ai-je pu avoir tous les documents nécessaires pour encadrer mon architecture? Parce qu'au niveau de l'architecture, il y a des normes que les gens doivent respecter. Malheureusement, ces normes-là existent, ces documents existent, mais ne sont pas connus. Parce que nous avons d'abord une population en grande majorité analphabète. Et ceux-là qui sont censés expliquer le travail ou donner les orientations nécessaires, ils ne le font pas. C'est là où je parle de bonne communication. C'est important. Et en m'en venant à l'émission, j'ai échangé avec un de vos collègues et j'ai dit, il faut peut-être voir, j'ai appris, j'ai lu la dernière fois dans la presse qu'il y a une sorte de... On veut voir les langues nationales qui doivent être enseignées dans les écoles. Je me demande, ou je me pose la question de voir si désormais, si ces langues-là sont officialisées dans les écoles, est-ce qu'il ne faut pas avoir une sorte de traduction de tous nos documents administratifs, les documents officiels, par exemple, ceux qui concernent l'aménagement dans ces langues-là. C'est un travail de longue haleine pour permettre leur accessibilité aussi. Parce que si les gens ne savent pas quelles sont les normes qui régissent, par exemple, l'aménagement, comment vont-ils les appliquer? C'est ça aussi la question. Donc, on a laissé installer les gens par ignorance, par peut-être souci d'aller plus vite, mais ça crée des dommages à long terme. Et ces dommages-là sont là que nous allons laisser aux générations futures. C'est des problèmes. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que pour les autres villes en construction, il faut ici et maintenant prendre les mesures nécessaires pour qu'on n'ait pas, par exemple, ce que subit la ville de Cotonou aujourd'hui. Et ces mesures, c'est quoi? C'est d'abord de penser l'aménagement avant l'installation des gens. Il faut penser l'aménagement avant l'installation des gens. Il faut... on voit souvent, on prend ce que les gens voient souvent, c'est le système de lotissement. C'est le système de lotissement aujourd'hui. Lorsque tout le monde s'installe, maintenant après on vient pour casser. Que l'État réfléchisse à comment nous lotissons même avant que les gens achètent les parcelles. Ou bien on déclare cette zone-là. On anticipe sur l'installation des gens. Ou bien il y a un plan de la zone qui est fait avec tout ce qu'il y a comme tracé. Je sais que les lotissements, ça crée tout le temps des grincements dedans. Certains perdent leurs parcelles, certains en achètent. Ceux-là qui n'ont jamais acheté, il suffit simplement d'être dans les comités de lotissement. Tu te retrouves avec 10 parcelles, toi seul à la fin, alors que tu en as juste dans ta vie acheté 2. Parce que il y a un système où les gens se donnent le plaisir de trouver ou de couper partout pour avoir des parcelles à la fin. C'est important de voir, ok, les zones qui ne sont pas encore loties ou qui ne sont pas encore occupées, comment on peut procéder à leur viabilisation en disant l'État s'investit pour lotir et on met le prix d'achat pour dire vous achetez là, vous achetez tout avec. C'est comme le système aujourd'hui des logements qui sont construits par exemple dans Calavi. J'ai vu, c'est intéressant que l'État prenne l'initiative de faire des choses comme ça. Évidemment, il faut que ce soit des coûts accessibles. Donc, lorsqu'on propose la stratégie, il faut voir aussi le coût parce qu'il faut voir le niveau de vie de la population. Comment on peut essayer d'arrimer tout ça pour que ça soit une synergie.
D'accord. Quand vous regardez aujourd'hui dans notre environnement, parce que la question de départ, c'était de savoir si toutes les conditions sont remplies, effectivement, est-ce que l'État joue véritablement sa partition pour l'atteinte des objectifs? Est-ce que la mission est bien exécutée? Alors, à quoi s'attendre véritablement dans les années à venir? Pour ce qui se fait là. J'avais commencé par souligner les points positifs, toutes les normes, tout le travail qui est fait aujourd'hui pour assainir, pour donner un cadre plus vivable, plus beau, plus attrayant. Mais le gros problème aussi, c'est la crainte. Il y a ce qu'on appelle en aménagement la question de l'étalement urbain. L'étalement urbain, c'est... Vous allez voir, toutes les localités vont vouloir ou veulent au Bénin aujourd'hui être urbanisées, ce qui est une... Même sur nos antennes, les gens appellent souvent pour dire, bon, notre zone n'est pas encore lotie, notre zone n'est pas lotie, on attend. C'est un souci légitime de vouloir être urbanisé. Mais la crainte ou l'inquiétude que ça doit générer au niveau des gouvernements, qu'ils soient nationaux, infranationaux, c'est... Quel genre de lotissement pour quelle ville? C'est là où les schémas directeurs d'aménagement doivent être pris en compte, la première chose. La deuxième chose, je parlais de l'étalement urbain. Lorsqu'on construit, on bitume, on installe le goudron partout. J'ai parlé tout à l'heure de l'imperméabilisation des terres. On va créer l'imperméabilisation des terres avec des îlots de chaleur. Et les îlots de chaleur, ça va avec... Et en faisant les routes, on coupe aussi les arbres. Voilà. Merci beaucoup. Avec les îlots de chaleur, ça va avec l'accentuation des effets des changements climatiques. Et nous sommes en plein dedans. Il va pleuvoir de moins en moins, ou bien on va avoir de fortes pluies destructrices de l'environnement, avec les éboulements, avec l'érosion des terres, et tout ça là, ça va avec. L'autre chose, comme approche, c'est de dire, oui, nous voulons construire nos villes. Je donne un exemple. Vous rentrez dans Calavi. Je suis souvent... étonné, surpris, je tombe des nues de voir que Calavi c'est tellement grand et les gens ont un compteur peut-être au carrefour ici, mais sur 2 km ils doivent tirer le courant parce que le courant ne circule pas. Le courant ne peut pas être tiré juste dans leur zone. Les gens ont besoin d'avoir l'électricité pour fonctionner. Malheureusement, la ville est tellement grande qu'on continue à s'étendre, à construire même dans les coins les plus reculés de la ville. On va de plus en plus en profondeur. Et on ne s'aperçoit pas que, d'abord, le Bénin, on n'a pas l'énergie là. On va au Nigeria, la dernière fois, on a dit le Nigeria nous a coupé un peu. Bon, il faut rationner notre utilisation du courant. Mais la ville s'étale. On consomme de l'espace. Et on ne réfléchit pas en disant, mais si on densifiait, qui est l'antipode de l'étalement, si on arrivait à densifier, je ne dis pas de créer, par exemple, de la promiscuité sur les espaces, mais de se dire, comment nous faisons avec l'aménagement pour que les gens vivent sur un espace qui ne nous permette pas de nous étaler indéfiniment, mais d'utiliser de façon sobre les terres qui sont là, afin de favoriser aussi l'agriculture. Parce que si on doit tout construire, tout bitumer, la conséquence directe qui vient avec, c'est que nous allons tout bâtir et l'agriculture va en pâtir. Or, l'agriculture, c'est le poumon, c'est notre mère nourricière, c'est de ça que nous vivons. Donc, si jamais on bâtit tout, on construit tout, si on urbanise tout, on risque quelque chose, c'est qu'on va avoir des problèmes. C'est comme si on faisait le lit à une famine éventuelle demain pour les générations à venir. Donc, l'aménagement doit combiner les besoins de nourriture avec le besoin d'urbanisation. Et le besoin d'urbanisation en disant de quelles ressources disposons-nous, comment les utiliser de façon sobre. Et il y a un thème, on va parler de sobriété foncière. La sobriété foncière, c'est oui, on veut aménager, mais nous n'allons pas aménager pour le plaisir d'aménager. On va aménager de façon rationnelle en tenant compte de ce qui est là et comment mieux utiliser ce qui est là pour maximiser nos compétences, pour maximiser nos atouts, pour maximiser l'utilisation des ressources que nous avons, mais en respectant aussi l'environnement. Parce que lorsque vous bitumez tout, le transport est l'une des sources productrices des effets des changements climatiques en question de production de gaz à effet de serre. Parce que si vous allez voir, tout le monde a les voitures, tout le monde là, au point où même une personne prend sa voiture alors qu'il est seul. J'ai appris la dernière fois le système même des taxis là. Bon, on dit le covoiturage, on veut organiser qu'il y ait les transports en commun. C'est important, c'est de voir pour favoriser la sous-utilisation ou qu'il y ait moins d'auto individuels, véhicules individuels sur les routes, comment favoriser le transport collectif. Évidemment, bon, les Béninois, on va dire, chacun a toujours envie d'acheter sa propre voiture, mais l'aménagement aussi tient compte de tout ça. Et c'est la question de sobriété foncière. Vous savez très bien que les Béninois continuent toujours d'acheter des parcelles. Oui. Et c'est une quête permanente dans notre pays, le Bénin. Est-ce que c'est possible?
est-ce qu'on doit continuer à développer cette philosophie où chaque Béninois cherche à avoir une parcelle? Est-ce que c'est évident? Ce n'est pas un péché que de chercher à avoir sa parcelle. D'accord. L'erreur serait, c'est quelle parcelle et où? Parce que si on achète... Quelle parcelle et où? Oui, si on achète toutes les parcelles, ben, comme je vous ai dit, si on bâtit toutes ces parcelles-là, on risque de créer des problèmes au niveau de l'agriculture. Or, l'agriculture doit nous nourrir, elle doit exister. On n'a pas le choix. Maintenant, où? Si j'achète des parcelles dans les bas-fonds, c'est que je favorise les inondations parce qu'en construisant dans les bas-fonds, je bloque les exutoires naturels d'eau de pluie, par exemple. C'est un exemple que je donne. Si on achète des parcelles où... Vous avez vu la quantité de bâtiments, d'immeubles que nous avons dans les zones marécageuses dans notre pays. Inoccupés parfois en plus. Vous allez voir, c'est ça que j'appelle l'architecture. C'est-à-dire... Quelle maison pour qui? Il faut qu'on ait un plan. Oui, les gens vont dire, oh, c'est moi qui ai mon argent, c'est moi qui bâtis. Mais l'État, l'État a lui seul les prérogatives exorbitantes du droit commun. C'est-à-dire comment faire appliquer ces normes-là. L'État a tous les pouvoirs, pourvu qu'il y ait une bonne communication autour. C'est-à-dire, encadrons tout ça, ne laissons pas les gens s'installer, faire n'importe quoi. Parce que, après, ce sont ces mêmes personnes qui ont bâti dans ces bas-fonds qui crient aux inondations que l'État les a abandonnés. C'est là où l'État a un rôle à jouer, avant même leur installation. Je ne dis pas que Cotonou, je ne dis pas que Cotonou est condamné, mais Cotonou a la malchance d'avoir vécu ça. Ça doit inspirer les autres villes qui veulent s'urbaniser. Oui, nous voulons l'urbanisation, mais à quel prix? C'est d'abord ça. On va s'urbaniser, on va tracer les voies, on va bâtir, on va construire, mais comment loger les gens? Avec quelle architecture? Et c'est là où les schémas d'aménagement des villes doivent intervenir en synergie avec tous les documents nationaux d'aménagement pour créer les conditions d'installation. Parce que si on laisse les gens s'installer n'importe comment et acheter toutes les parcelles, parfois vous allez voir, il y a des parcelles qui sont encadrées où d'autres maisons vont déposer, ou d'autres maisons vont déposer les ordures. Parce que le gars, il a encadré, mais il n'a rien bâti. Alors, ceux qui sont à côté, comme ils ne veulent pas payer la voirie pour enlever les ordures, ils trouvent que c'est une parcelle vide, on y déverse toutes les ordures possibles. Et au moindre coup de vent, ça leur est envoyé avec les déchets qui volent et qui survolent. C'est donc tout un travail de sensibilisation et d'explication aussi. D'accord. Alors, quand vous faites l'analyse comparative, vous dites que c'est humain de chercher donc à avoir un cadre de vie. Est-ce que c'est la même philosophie au Canada, par exemple? L'État ne laisse pas au Canada les gens s'installer avant de lotir. D'accord. C'est pour cela que je vous ai dit, non, on ne laisse pas les gens s'installer avant de lotir. Tout est fait et lorsque vous achetez la parcelle, tout est tracé déjà, là où les canalisations doivent passer. Je parle même déjà de cette ambition, l'ambition d'avoir une parcelle. Le citoyen qui décide, est-ce que c'est la même philosophie là-bas? Oui, les gens s'achètent les parcelles. Les gens s'achètent les parcelles, mais ils n'achètent pas les parcelles n'importe où, n'importe comment. C'est ça aussi. C'est pour cela que je vous ai dit. Tout le monde court dans les villages aujourd'hui parce qu'on sait que bientôt, on aura la course aux parcelles et puis les gens achètent des hectares, on construit tout. Non, l'État a pris les devants au Canada. Dans un pays comme le Canada, l'État a pris les devants pour penser au lotissement, pour penser à l'aménagement avant même que les gens s'installent. C'est les erreurs que nous avons commises ici. Et ce n'est pas imputable à un gouvernement, c'est à tous ceux qui se sont suicidés à la tête de nos municipalités, de notre État. Oui, ces documents existent, mais leur application pêche un peu. D'accord. Vous aviez dit que si on doit acheter une parcelle, il faut voir quel type de parcelle nous voulons acheter et où. Oui. Est-ce que vous savez que des Béninois quittent Glodjibé pour venir travailler à Cotonou? Évidemment, lorsque... D'autres viennent de Ouida, de Paou et autres pour venir travailler à Cotonou. C'est ça aussi les gros problèmes. Vous avez parlé de régionalisation et de mutualisation, la solidarité entre les villes, lorsque vous avez lu votre introduction. Le développement aussi, c'est ça. Le gros problème avec la colonisation, il y a des grands pôles économiques qui ont été créés. Par exemple, Cotonou, c'est un genre de pôle économique à cause peut-être de la proximité de la mer, de l'aéroport. Donc Cotonou est devenu un peu la ville où il fait bon vivre, en griffe, où on trouvera du travail. Donc il y a une convergence, une course à la ville, l'exode rural, si je peux ainsi dire, où tout le monde veut aller dans la ville. Mais Cotonou est aujourd'hui saturé, Cotonou est débordé. Alors, qu'est-ce que l'État peut faire pour permettre de décongestionner un peu Cotonou? C'est de créer, c'est de décentraliser ou de déconcentrer les services de l'État vers les autres villes environnantes pour permettre que
ces villes tout ça se trouve dans l'aménagement du territoire. C'est important, c'est très important dans l'aménagement. Parce que si, par exemple, les services administratifs ne sont qu'à Cotonou, celui qui est au nord ou dans mon village là-bas, il doit payer le transport, mon village c'est Soava, il doit payer le transport pour venir à Cotonou. C'est déjà très coûteux pour lui. Alors que si les services qu'il veut venir requérir, les services administratifs qu'il doit venir requérir ou doit venir chercher à Cotonou sont à Kassato ou à Calavi. Voyez un peu Notre gouvernement vient de construire une cité ministérielle. Hein? J'ai vu. Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est une mauvaise option? Non, ce n'est pas une mauvaise option, c'est une bonne option. Comme ça, on quitte Cotonou, parce que Cotonou concentrait tout. Non, c'est à Cotonou. Hein? C'est à Cotonou. C'est où? En face de l'Amazone. C'est grave. Une belle cité. C'est grave. C'est grave. Dont la communication est en cours sur... Il faut réfléchir parce que c'est ça aussi le développement. Lorsque vous installez par exemple des services administratifs quelque part, il y a tout un commerce qui se développe autour. Et ça favorise la fiscalité de ces municipalités-là. La municipalité peut prélever des taxes sur les petits commerces qui vont ne serait-ce que les restaurants. Parce que lorsqu'on installe des cités ministérielles ou des services administratifs quelque part, les restaurants vont s'installer, les petits vendeurs de ceci ou de cela. La municipalité peut aller chercher des taxes. C'est une politique de développement. Évidemment, ce que j'ai vu, ce que vous avez dit, si je dis le fait de construire la cité ministérielle, c'est une bonne chose parce que à un moment donné, les ministères étaient un peu éparpillés. On louait des maisons partout. Et on ne savait jamais qui étaient les propriétaires de ces maisons. Non, on les connaît, on ne veut pas les citer. Merci différent. Beaucoup. Et parfois aussi, les conditions de construction de ces maisons ne respectent pas les normes. Et parfois, des ministères vont prendre feu, parfois ça brûle. Des fuites d'eau. Voilà. Il faut que l'État sécurise l'administration. Parce que l'administration, c'est une continuité. Si à chaque mandat, ça doit brûler, les documents doivent partir, on doit tout reconstituer, ça ne fait pas sérieux. Maintenant, de vouloir les centraliser quelque part, c'est bon. Mais il ne faut pas que tout soit dans Cotonou. D'accord. Il ne faut surtout pas que tout soit dans Cotonou. Il faut réfléchir à déconcentrer. C'est important d'envoyer vers les autres villes, de créer une synergie économique au niveau de ces villes-là, en favorisant que ces villes-là hébergent des services administratifs. Évidemment, lorsqu'on parle de services administratifs, il faut être stratégique. Parce que si, par exemple, j'ai besoin de 2 documents pour, je ne sais pas moi, la carte d'identité, le premier document, je vais le chercher à Calavi, mais le deuxième doit être à Porto Novo, ça ne sert à rien. Donc, comment essayer de concentrer sur les territoires en voyant si les gens doivent aller chercher ces documents-là? Voici l'endroit. Évidemment, il y a la dématérialisation aujourd'hui. Donc, tout ça doit être un ensemble de choses, penser, repenser dans une synergie avec les acteurs locaux pour voir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. D'accord. Un citoyen qui va acheter donc sa parcelle loin de Cotonou alors qu'il travaille à Cotonou et donc attend le lotissement, attend l'électricité, attend l'eau potable, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'État peut aller les ramener à Cotonou à travers une politique? Non. Non. Comment on fait? Non, c'est... Parce qu'ils vont attendre longtemps. Oui, c'est ça surtout. Vous avez vu, je suis resté un peu bouche bée parce que le gros problème, c'est qu'on laisse, je vous l'ai dit et vous l'avez répété, nous laissons les gens s'installer avant de penser à l'aménagement. Oui. Mais le mal est fait. Maintenant, comment on fait? Quelle est la thérapie? Évidemment, il faut... Parce que le monsieur se tue en prenant sa moto, il fait des kilomètres, il se lève tôt le matin, il fait tout ce trajet pour venir, il est stressé, on l'embête au cours de on l'insulte proprement des fois, quand il conduit mal, quand il est fatigué au volant et tout ça. Mais ça persiste, le gars prend sa retraite, il fait juste 1 an, 2 ans et il meurt. C'est là où, par exemple, les municipalités, les communes, pour être plus clair, ont un rôle important à jouer. Et lorsque les communes, parce que la décentralisation de ces communes-là, ils se chargent du développement local, du développement de leur territoire, y compris l'aménagement. Et là, ils ont élaboré les schémas directeurs d'aménagement. Et ils doivent travailler en synergie avec les acteurs nationaux. Les communes doivent travailler, souvent aller solliciter les services étatiques pour dire, nous là, voilà le problème. Le gros problème au niveau des plans de développement, ça se décline tout le temps des projets et on veut aller chercher l'argent. On ne pense pas, voici les problèmes que nous avons forcément, des problèmes récurrents. Comment nous les solutionnons? Souvent, c'est fait, on fait des projets, on construit.
ce n'est pas bien que les plans de développement s'arrêtent seulement à ces aspects-là. Il faut qu'il y ait un souci permanent d'aménager le cadre de vie d'abord de la population. Et ce que vous dites, si on aménage bien, ce n'est pas d'abord l'État au plan national qui doit descendre dans les municipalités pour faire ça. Il y a une volonté des autorités locales pour solutionner ces problèmes-là. Les gens se sont installés. Ou moi, maire ou élu local, comment nous faisons pour aménager d'abord notre territoire? Parce que l'État, avec la décentralisation, les communes ont ces prérogatives-là. Le gros problème, c'est les moyens qui doivent accompagner. Parce que les budgets des communes, c'est souvent basé, je n'ai pas envie d'appeler une commune, mais j'ai été dans des communes où on élabore des budgets et on sous-entend que les partenaires vont envoyer l'argent. Non, je dis non. Il faut d'abord partir de vos forces. De quelles ressources disposons-nous pour financer notre propre développement? Comment nous voulons le financer, notre propre développement? Les partenaires, c'est des aides, ça va venir. Mais nous ne pouvons pas compter ou bâtir notre vision de développement sur des aides. Nous devons d'abord bâtir notre vision de développement sur ce que nous-mêmes nous devons produire, sur ce que nous sommes en mesure de mettre dans la caisse. Et c'est ça. Et lorsque vous aménagez facilement, vous pouvez essayer de lever des tasses. Donc, tout va de pair. Donc, il faut pouvoir accepter perdre quelque part afin d'établir une routine plus facile à respecter après. D'accord. Alors, quel conseil vous donnez, par exemple, aux jeunes qui, aujourd'hui, ambitionnent aussi d'acheter donc leur parcelle peut-être loin de Cotonou? Quel est le conseil que vous leur donnez? Le premier conseil que je vais donner, c'est d'abord pas aux jeunes, c'est d'abord aux acteurs politiques, aux acteurs des municipalités. Prenez l'aménagement de vos territoires en main. En main. Première chose. D'accord. Lorsqu'ils vont prendre ça, ces autorités vont prendre l'aménagement de leur territoire en main. Le jeune qui va acheter les parcelles, il viendra s'inscrire déjà dans quelque chose qui existe et qui est totalement encadré. D'accord. Parce que c'est une ambition légitime, naturelle, normale pour un jeune qui a de l'argent de vouloir s'établir quelque part. C'est normal. Mais il ne faut pas qu'une fois ça passé l'acheter à prix d'efforts consentis, de privation, après quelques années, il soit obligé d'être dépossédé. Voilà, parce que ça ne fait pas plaisir là. Donc même si toi-même tu es chef d'État ou tu es ministre, tu es ceci, lorsque tu vois que tes parents qui sont au village sont en train d'être déguerpis parce que tout simplement ils se seraient installés de façon anarchique, ou entre-temps on a tracé les voies, on a aménagé et ils doivent être dégagés, relogés ailleurs, on ne leur construit jamais les maisons, on va remettre l'argent. Mais il y a installé une vie et il est peut-être attaché à cette partie-là. Il a peut-être acheté cette parcelle-là parce que pour X ou Y raison, c'était la parcelle qu'il voulait. Donc, prenez l'aménagement du territoire en main et le reste là. Lorsque les jeunes vont acheter, ça va être plus facile à gérer. Et ça va même générer de la plus-value pour les municipalités parce que les tasses vont rentrer. Ça, c'est sûr. Voilà. Alors, aujourd'hui, quand vous regardez, bien entendu, l'aménagement du territoire, ce qui se fait au Bénin, vous avez eu le temps de circuler, d'aller même jusqu'à Soava, même si vous n'êtes pas allé totalement à l'intérieur du pays, vous parcourez la ville de Cotonou, Agbo et Calavi que vous connaissez plus ou moins bien, Soava et autres. Est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui le Bénin peut se taper la poitrine et dire nous avons engagé le développement de nos territoires? Est-ce que c'est possible? Ou bien nous sommes à l'état basique? Dire que nous sommes à l'état basique, ce serait cracher sur l'effort qui est fait. Non, soyons honnêtes, il y a un effort qui est fait. Il y a un souci de rentrer dans les normes, d'avoir un aménagement lisible. Il y a un souci de créer des conditions d'un bon cadre de vie. J'ajoute ça. C'est intéressant. Par contre, comme je dis, cela reste parce que dans les zones de Tokan, comme je connais, ou Togba-Sommet, il y a par exemple, le lotissement a été arrêté. Par exemple, c'est un exemple que je prends entre autres. Le lotissement a été arrêté. Et vous avez évoqué par exemple les coupes anarchiques d'arbres. Chacun coupe, on bâtit, on construit tout. Il y a donc un travail d'abord de sensibilisation. Il y a pour moi un travail de sensibilisation pour faire connaître suffisamment et même répéter de façon suffisante, je dis bien faire connaître suffisamment et même répéter tout ce qu'il y a comme norme encadrant l'aménagement, comment on peut gérer nos territoires, comment on peut gérer l'espace, les terres qui sont à notre disposition. Je pense surtout aussi que il faut que cet effort des acteurs, que ce soit politiques ou sociaux, soit accompagné de rencontres périodiques
où les gens posent les vrais problèmes de l'aménagement aujourd'hui. Non seulement poser ces problèmes-là dans les cadres des municipalités, c'est-à-dire au sein des municipalités, même des arrondissements des villages, mais aussi avec un accompagnement de l'État. Il faut rendre la question publique. Il faut vraiment rendre la question publique pour que tout le monde comprenne qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire. Il ne faut pas que ce soit des débats créés au sein peut-être des arcanes politiques ou des directions des mairies. Non, il faut poser le débat sur les radios communautaires, dans des forats de discussion, afin que les gens comprennent qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui reste à faire. Parce que lorsque les gens vont comprendre, ils vont s'apercevoir des erreurs qu'eux-mêmes commettent ou bien des erreurs qui pourraient être commises et comment on peut réagir pour monter une sorte de veille par rapport à des éventuels abus par rapport à l'aménagement. C'est intéressant. C'est intéressant de voir les choses sous cet angle-là. D'accord. Mais vous avez une bonne vision pour l'avenir? On va y arriver? Je l'ai dit. Prenons juste Cotonou. pour ce que vous lisez peut-être dans les livres et les réalités et tout. Quand vous prenez la ville de Cotonou, quand est-ce qu'on peut parler vraiment d'un Cotonou, d'une ville Cotonou aménagée? Il y a un aménagement, mais actuellement il y a un aménagement à Cotonou, mais ça pêche un peu là. Je vous l'ai dit, on l'a senti, c'est d'avoir construit par exemple dans des bas-fonds, dans des lieux où on ne doit pas construire. Vous avez étage 4-5 niveaux, juste à côté. Voilà, un apatam où peut-être ceux qui sont à l'étage doivent cracher sur... Effectivement. Ou envoyer leur sachet par-dessus bord. Pour regarder les autres en train de prendre leur bain. Voilà, ça on a manqué de stratégie architecturale. Comment on fait? Mais ça prend que les acteurs locaux, c'est-à-dire les autorités de la mairie et les autorités gouvernementaux voient quelle architecture pour quelle ville. C'est ça aussi les vitrines des pays. Parce qu'il n'y a pas de lisibilité architecturale à Cotonou, il n'y en a pas. Vous avez donné l'exemple. À côté peut-être d'un gratte-ciel, bon, c'est un abus de langage parce qu'il n'y a pas de gratte-ciel ici, mais il y a peut-être la petite cabane à côté où... Voilà. Il n'y a pas de lisibilité architecturale dans Cotonou. Dans nos villes, il n'y en a pas. Quelle architecture pour quelle ville? C'est ça aussi l'aménagement. Il faut voir qu'à la vie, par exemple, quelle est l'architecture qu'il faut pour un compte. C'est là où les acteurs, les architectes ou ceux qui travaillent dans l'aménagement doivent penser, j'ai utilisé le terme, penser et repenser nos villes. Ce n'est pas encore trop tard. Oui, il y a des erreurs qui ont été commises, mais je pense que nous pouvons arriver à corriger pour le futur ce qui reste à corriger. Au lieu de continuer dans le même sens. Parce qu'il y a des villes en devenir, des villes qui vont se développer. Ça va s'urbaniser de plus en plus. Comment prendre aujourd'hui les bons plis pour avancer? Donc Cotonou, je ne dirais pas une condamnation que Cotonou est condamné, mais je pense qu'il faut se dire, ok, Cotonou est ce qu'il est ou ce qu'elle est comme ville. Comment refaire certaines choses, par exemple? Parce qu'il y a le cas, la capitale, Porto-Novo aussi est là. Exactement. Où chaque fois quand moi je vais à Porto-Novo, je me perds. Parce que tellement il y a de petites ruelles. Oui, voilà. Oui. Repenser les tracés de nos voies. Repenser les tracés de nos voies. Même si on doit casser, il faut prendre le pari. Mais attention, commencer à installer d'abord une gouvernance inclusive. Pas en parler. Parce qu'il y a beaucoup de litiges, hein? Oui. Où on dit par exemple expropriation, les gens sont mécontents. On a vu il n'y a pas longtemps un huissier de justice, quelqu'un qui maîtrise quand même la loi, qui se retrouve donc au sommet de son bâtiment et demande qu'on vienne démolir si on peut, quoi. Okay. En quelque sorte une offense aux gouvernants, c'est ce qui a été dit dans le temps. Mais c'est un problème. Exactement. Le problème se colporte d'année en année, de quinquennat en quinquennat au niveau de notre pays, c'est d'avoir laissé s'installer des gens et de vouloir. Parce que si on ne tranche pas la pomme, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait des gens ou des gouvernements qui décident d'être impopulaires. Sinon, ça ne va pas passer. D'accord. C'est-à-dire... C'est la formule que vous trouvez pour régler le problème. Oui, c'est-à-dire, quand je dis impopulaire, ça va créer des grincements dedans, mais on va sécuriser l'avenir en termes d'aménagement. D'accord. Mais attention, il ne faut pas faire un aménagement, je dirais, à la tête. Faut pas viser les gens, c'est ça? Oui. Il ne faut pas viser les gens. Il faut que ce soit... C'est-à-dire, après analyse, là, qu'on trouve que c'était la meilleure décision. Voilà. Et c'est pour cela que j'ai parlé d'abord de gouvernance inclusive. On commence par en discuter au niveau des municipalités, au niveau des communes. On pose la question, on appelle les acteurs, on leur explique. Il ne faut pas continuer parce que chaque année qui passe dans ce sens permet d'ancrer ce qui ne va pas. C'est-à-dire, c'est comme si on consolidait la mauvaise habitude. Alors qu'il faut
Il faut trancher. Évidemment, il faut discuter avec les gens, les acteurs. Ok, ceux qui sont là. Le problème est là. On commence à aborder le problème. On interpelle les acteurs, on discute avec eux. S'il faut dédommager, il faut dédommager sur juste mesure. Évidemment, j'ai appris, hein, je n'ai pas l'ordre ou du moins dans la localité de Golo-Dibé et autres, ou parce qu'on a pensé qu'il y avait un aéroport qui allait s'installer, des gens ont accouru, ils ont acheté les parcelles. Ils ont acheté tellement. Ils ont dit que le gouvernement va les dédommager. C'est des aberrations. Il faut voir comment nous faisons, ou par rapport au prix de parcelle dans la localité, comment dédommager. Et lorsque une parcelle est lotie, ça prend peut-être de la valeur, ou que lorsque quelqu'un construit, il a investi beaucoup d'argent. Comment on s'organise? Comment on s'organise pour ne pas créer des frustrations et des levées de boucliers? On va prendre les auditeurs. Hein. On a grignoté un peu sur le temps, mais on va y aller. Donc, si quelqu'un est au bout du fil, on pourra donc le prendre. Le standard est ouvert. Je rappelle les numéros 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 pour intervenir sur cette émission et poser des questions à notre invité du jour, Dr Dansou. Bonjour. Bonjour, mon cher journaliste Naoum. Paul Chaudaton, c'est ça? Merci, monsieur Naoum. Je salue votre invité ainsi que le technicien. Bonjour. Laissez-moi d'abord féliciter votre invité. Merci. Et quand il nous dit qu'il faut des hommes forts pour casser, nous en avons besoin. Parce que la chose est visible, même à Godomé, ici tout près. Même quand vous invitez quelqu'un à Godomé, il faut venir s'installer au bord de la voie pour l'orienter. Sinon, vous aurez des gens qui ont leur devanture, comment dirais-je, comme je le dis souvent, entre le Nigeria et le Bénin, ils ont leur chambre à coucher au Nigeria et le salon se trouve au Bénin. Donc vraiment, c'est tout un problème. Donc il faut vraiment... C'est pourquoi je réclame d'abord déjà aussi le recasement. Pour que ce soit que la chose est visible un peu partout. Et si on ne fait pas, si on ne prend pas les taureaux par les cornes, vraiment, je ne sais pas ce qui peut se passer à l'avenir. Donc il faut un gouvernement fort pour aller jusqu'au bout pour l'aménagement du territoire. D'accord. Sinon, vraiment, c'est grave ce que nous observons là. C'est possible, il y a des zones que vous invitez les gens, difficilement vous allez même les orienter. Donc, vraiment, c'est tout un problème. Donc, il ne qu'à prendre ce problème-là à le corps pour qu'on en finisse. D'accord. C'est mes préoccupations. Ok, merci beaucoup à vous. Merci à vous, Paul Chaudaton, pour vos préoccupations. On va attendre d'autres intervenants. Et après, on pourra donc revenir sur ce plateau pour poursuivre. Et je le dis bien, vous pouvez aussi laisser vos questions via WhatsApp, des questions courtes, au numéro 50 52 52 113. Un autre intervenant, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, votre nom? Monsieur Ragbert, Anissé de Poussouava. D'accord, nous vous écoutons. Allô? Oui, nous vous écoutons, monsieur Ragbert. Salut-moi, le grand frère dans votre studio. Bonjour, monsieur Ragbert. C'est pas des fleurs que nous lui jetons, c'est quelqu'un qui aime sa localité. Vous allez constater que jusqu'à la fin, il va essayer de dire ce qui s'est passé hier. Donc, nous lui souhaitons un bon séjour à Touava, au Bénin, et nous demandons au gouvernement de prendre en charge tout ce qu'il vient de dire. Sinon, nous avons vu que Cotonou est en train d'être réaménagé. Mais nous souhaitons que des grands projets soient aussi développés de cette ville. Parce que Cotonou est déjà plein. Il faudrait qu'on pense aussi à certaines villes, construire aussi des grandes infrastructures dans des villes pour que on ne parle plus d'inondation, on ne parle plus de problèmes qui peuvent... Allô? On a commencé à vous perdre. Hein? Allô? C'est bon, je crois quand même qu'il a dit l'essentiel. Hein? On va donc... il est parti. Il y a donc quelques fioritures sur la ligne, mais c'est réglé. Et merci beaucoup à vous, monsieur Ragbert, pour votre intervention. Vous aurez donc la réaction de l'invité par rapport à votre évocation sur... Bonjour. Oui, bonjour.
Bonjour, M. Naoum. Bonjour à votre invité. D'accord, votre nom? Voilà, c'est Désiré Hunger depuis Khayé. D'accord. Vous êtes à l'intérieur? Vous êtes à l'intérieur parce que la ligne n'est pas, c'est pas net là. Si vous êtes dans votre chambre, je vous prie de sortir. Très bien, oui. C'est bon? Oui. Moi, je vous reçois très Oui. bien. C'est bon maintenant? Oui, monsieur Désiré. Ok. Bon, donc, je voudrais parler spécialement du cas de Khayé. D'accord? Ça fait 15 ans que moi, je me suis installé à Khayé. Et il y a exactement 14 ans que le lotissement de Khayé a été lancé. D'accord. La connexion n'est pas du tout bonne. Hein. Je vous prie de changer de position. Oui, vous nous recevez, mais nous, on ne vous entend pas bien, donc on risque de ne pas bien noter vos questions. Oui. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Sinon, la seule chose que moi j'ai retenue, c'est que vous êtes arrivé depuis 14 ans, que vous attendez donc le lotissement. C'est tout ce que j'ai entendu. Oui. Moi, j'en sais depuis 14 ans. Il nous avait promis en 2 ans que ça serait fait. Mais jusque-là, ça n'a pas été fait. Et les gens se battent au jour le jour. Les voies d'accès sont bloquées. Pour ce problème c'est politique. C'est les politiques qui nous mettent dans cette situation-là. Et il faudrait que, comme l'a dit votre invité, il faudrait que les municipalités prennent à corps le bras ce problème. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous. On a quand même capté l'essentiel de votre intervention. Nous allons donc attendre d'autres intervenants et pourquoi pas, avant de revenir donc au studio pour répondre aux questions et aux préoccupations évoquées par nos auditeurs. Ghislain Bamba, il y a quelqu'un d'autre? Pas encore. On va donc revenir pour l'instant au studio. On va commencer à répondre. Si d'autres viennent, on pourra les prendre dans la mesure du possible. Les autres peuvent donc laisser leurs questions via WhatsApp au numéro 50 52 52 113. Nous revenons au plateau en attendant d'avoir d'autres intervenants. Docteur Donsou. Alors, Paul Chaudaton vous suit en disant qu'il faut des hommes forts pour pouvoir vraiment prendre le courage de casser. Il faut surtout prendre dans ce que nous avons dit dans leur juste mesure. D'accord. On n'est pas en train de dire il faut casser. On n'a pas besoin d'un guerrier. Non, on n'a pas besoin d'un guerrier. Merci beaucoup. On a besoin d'appliquer ce qui est déjà comme norme, ce qui existe déjà comme norme. D'accord. Mais attention, j'ai dit que ça prend une gouvernance participative inclusive, c'est-à-dire l'État central doit s'entendre et doit accompagner les communes, les municipalités dans la gestion du territoire. C'est pas une brutalité. Non, il faut éviter. Il faut éviter parce que lorsque vous mettez de la brutalité, ce n'est plus bon. Ça crée des couacs, ça crée des frustrations. Mais c'est sûr que toute politique nouvelle, toute politique publique, lorsqu'on commence à l'appliquer, ça crée des couacs. Et c'est sur 30 ans qu'on peut évaluer l'effet positif ou négatif, par exemple, de la politique publique. Donc ça prend du temps, au moins. Je dis 30 ans au moins. On signale qu'il y a quelqu'un au standard, on va le prendre en même temps. Bonjour. Bonjour, Simon Atroulomou. D'accord. Je voudrais demander à votre invité quel est le curricula qu'il faut suivre pour être aménagiste, parce que tout ce qu'il a développé là, c'est tellement de contenu que il faut vraiment que il y ait beaucoup de cadres aménagistes dans le pays. Donc c'est ce que je voudrais demander à votre invité. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin. Narcisse Rolonou, je crois qu'il y a quelqu'un qu'on va encore prendre rapidement. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrossou, c'est ça? Oui, c'est Sébastien Yonrossou. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je salue votre invité. Oui. Bonjour. Et ma première préoccupation, c'est de demander quand l'État prend la rapidité ou la décision d'aménager un lieu déjà occupé par la population durant des années, est-ce qu'il n'est pas de bon ton de dédommager ou bien de prévoir autre chose à la place de ce qui faisait ceux qui étaient là avant de commencer. Ma deuxième préoccupation, dans nos localités, c'est toujours les affaires de lotissement qui traînent le développement. Et qu'est-ce qui empêche ou bien qu'est-ce qui amène les gens à traîner tant si les lotissements
Et quand on prend le lotissement dans une zone, ça peut durer 5 ans, 20 ans, alors qu'on attend des poteaux ou bien de l'eau pour les habitants. Et ailleurs, et nous constatons que l'État n'a pas une bonne politique de développement et parfois, là où les gens en ont besoin de l'électricité, ils n'en trouvent pas. Là où d'autres ont besoin de l'eau, ils n'en trouvent pas. Et c'est ça qui sont dans les secteurs où les gens n'en ont pas du tout besoin qu'on envoie ce genre de choses. Comment l'État organise tout ça là pour que ça soit ainsi? Voilà mes préoccupations du jour, monsieur le journaliste. Sébastien Ross, je suis, et bon dimanche à vous. Merci à vous. C'est bon, hein? On va revenir totalement pour répondre et gagner du temps. Et dans quelques minutes, on va sortir du studio. Voilà, donc on revenait sur la préoccupation de Chaudaton, on le disait, vous le dites si bien aussi, on n'a pas besoin de Django pour pouvoir faire l'aménagement du territoire, mais composer avec les populations. Donc il insiste, hein, il dit le recasement est nécessaire. Oui, c'est très nécessaire. Quand je dis on a besoin on n'a pas besoin de Django, vous l'avez dit, en griffe, mais on a besoin d'une politique forte. C'est-à-dire, la politique forte va être une gouvernance, va se baser sur une gouvernance bien inclusive. C'est sûr, il y aura toujours des mécontents, c'est clair, mais il ne faut pas qu'il y ait plus de mécontents que de satisfaits. Parce que lorsque il y a plus de mécontents que de satisfaits, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de cette politique-là, ne serait-ce que dans son application. La deuxième chose, c'est qu'il faut éviter de politiser à outrance les questions d'aménagement. Parce que le dernier intervenant... Quelqu'un en a parlé. Voilà, le dernier intervenant disait on envoie l'électrification dans des zones neuves. Le développement ne peut pas être à la carte. On ne peut pas faire un développement, bon, c'est comme vous allez dans un resto, vous choisissez votre menu, bon, nous, non. Le développement va être sur tout le territoire, ça doit être pensé pour le territoire béninois. Pas pour... Bon, parce que peut-être il y a une poche électorale ici qu'il faut aller chercher. D'accord, les politiciens, ils sont dans des calculs. Mais il faut que ce soit des calculs qui profitent à tout le monde. Il ne faut pas que ces calculs-là... Parce que le politicien ne peut pas l'empêcher de faire de la politique. Bon, mais attention, que ce qui doit être fait en termes de politique soit une politique de développement qui va vous donner plus d'électorat si c'est bien accepté. Parce que si ça doit créer tout le temps de couac, ça ne passe pas. C'est pas bien. D'accord. Et il demande vraiment qu'on puisse orienter les choses convenablement. C'est important d'orienter les choses convenablement. Et c'est là où j'ai parlé de la communication qui doit accompagner toutes ces stratégies d'aménagement. Et il faut associer les communes. Il faut vraiment que les communes soient associées parce que c'est une opportunité, la décentralisation, que l'État ne porte pas à bout de bras le développement de toutes les municipalités. L'État seul ne peut pas. Et l'État a aujourd'hui la possibilité de compter sur les municipalités, les communes. C'est de travailler avec ces acteurs-là, de leur mettre les moyens à disposition et aussi de suivre l'utilisation de ces moyens pour ne pas avoir des cas de corruption après. D'accord. On voit maintenant que l'État, avec la gouvernance de Patrice Talon, l'État s'est impliqué en réalisant même des routes, des voies d'accès dans certaines communes. Est-ce que c'est la bonne stratégie de retirer ce pouvoir un tant soit peu aux municipalités et que ce soit l'État central même qui gère ces dossiers-là en faisant de l'asphaltage aujourd'hui? Est-ce que c'est une bonne stratégie selon vous? Il faut peut-être que je revoie ces aspects-là. En termes de construction de routes, ça doit être des prérogatives partagées, ça dépend. Donc je ne pense pas que l'État s'arroge les pouvoirs des municipalités. Évidemment, il y a par exemple au niveau des pistes à l'intérieur des municipalités, les municipalités ont le pouvoir de les gérer. Mais c'est de voir chaque fois que l'État va agir, en quoi cela répond à ce qui est établi, ce qui est prévu. Donc, la concordance de l'action politique ou de l'action publique avec tout ce qu'il y a comme prérogative de pouvoir requis ou dédié ou dévolu à chacun des acteurs. Donc, il faut voir comment cela s'orchestre. Et il faut voir aussi, même si l'État détient le gros du pouvoir, mais comment mettre tout ça en synergie avec les acteurs locaux. Parce que, oui, une chose est de vouloir faire des infrastructures ou de construire des choses, mais il faut que ce soit de concert avec les acteurs locaux afin de définir la bonne approche. Ok. Il y a M. Raboué qui certainement vous a suivi à Soava et qui vous félicite d'ailleurs. Merci. Pour ça. Pour la mission à Soava, vous l'avez présentée, donc l'école que vous avez essayé donc d'inaugurer. Donc pour poursuivre, il parle de Cotonou saturé. Est-ce que vous avez aussi la même lecture? Oui, je vous l'ai dit, Cotonou est saturé.
Cotonou est saturé. Mais quand on dit Cotonou est saturé, on veut vraiment savoir ce que c'est. Vous allez dans des maisons aujourd'hui, des gens vont dormir à même le sol. Vous rentrez dans les carrés, comme on dit chez nous, régulièrement. Il y en a qui, même la nuit, là, quand il y a tant de pluie, ils doivent ramasser leur natte et se lever et attendre que la pluie cesse. Sinon, c'est la cour qui occupe parce qu'il n'y a plus d'espace. Cotonou est un peu saturé parce que peut-être ça a été mal aménagé. Dès le départ. Il n'y a pas eu, je vous ai parlé d'une lisibilité architecturale. Il n'y a pas eu, on ne sent pas qu'il y a un plan, vraiment une stratégie d'aménagement claire et nette et qui est déployée de gouvernement à gouvernement. C'est comme chacun vient, pense à chose et fait. Ce n'est pas bien. Pour le développement de nos villes, de nos localités, ce n'est pas bien. Il faut que ce soit des normes établies, mais qui soient suivies, quel que soit le gouvernement qui est là. Et lorsque c'est bien pensé par les techniciens de l'aménagement dans les bureaux, quel que soit le gouvernement, les choses vont facilement s'appliquer. Et c'est pour cela que j'ai parlé de de ne pas politiser à outrance l'aménagement. Oui, la politique d'aménagement doit être appliquée, mais il ne faut pas que ce soit trop politisé. D'accord. Il y a, comment dirais-je, M. Désiré qui a parlé, et il est à Révier, et ça fait 14 ans qu'il attend le lotissement. Vous l'avez entendu, il peut oublier ça ou bien il attend toujours. 14 ans. C'est ça le problème. Il s'est installé. Au niveau de l'aménagement, parfois, certains gouvernements craignant peut-être d'être impopulaires, si vous faites ça, on ne va pas voter pour vous. On n'a pas osé aller de là. On ne va pas voter pour vous. Mais en ce faisant, on laisse perdurer ou s'installer, s'ancrer les mauvaises habitudes. Et lorsque Parce que les gens continuent d'acheter à Révier. On laisse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous l'avons dit. Arrêtons la saignée. Qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit avec les acteurs. Lorsque vous avez arrêté le lotissement, repensez rapidement la solution, lotissez ce qui est déjà là et prévoyez ce qui reste. Pour ce qui reste, voici comment ça va être. Parce que lorsque vous laissez perdurer la situation, les gens ne vont pas attendre. Celui qui a l'argent, il va se dire, je vais acheter. Mais l'autre chose aussi que je conseille à la population, merci beaucoup, c'est lorsque vous voulez acheter une parcelle, rapprochez-vous des mairies pour voir qu'est-ce qui est prévu. Est-ce que c'est des parcelles que je peux acheter? Parce que nous l'avons dit à l'entame de l'émission, quelle parcelle, mais où aussi? Parce que si vous allez acheter des parcelles qui sont déjà déclarées zone d'utilité publique, après on va vous déguerpir. Et lorsqu'on va vous déguerpir, vous avez investi là. Ce n'est pas beau du jour au lendemain de vous retrouver sans toit. Donc rapprochez-vous des services des municipalités, des communes pour dire, ok, je voudrais acheter une parcelle à tel endroit. Est-ce que c'est une parcelle qui est une zone déclarée d'utilité publique ou bien il y a déjà un litige dessus? Les gens achètent des parcelles, évidemment, quand la vie est souvent reconnue comme où on vend la même parcelle 4, 5 fois, 10 fois, c'est mauvais. Donc c'est important, c'est pour cela que j'ai dit, les acteurs des communes doivent prendre à main la préoccupation de l'aménagement du territoire, mais de concert, en commun accord, de concertation avec les acteurs nationaux, les techniciens nationaux de l'aménagement. Mais est-ce que ce n'est pas une violence faite aux populations que quelqu'un s'installe et qui, jusqu'à présent, c'est que à tout moment... C'est une violation. Parce que 14 ans déjà à attendre. Mais il n'est même pas sûr de rester là où il est. C'est une violation, mais... En achetant les parcelles aussi, il y en a aussi qui violent la loi. Parce que je vous ai dit, hein, le gros problème chez nous, c'est pas seulement une affaire de bas-fonds. Il y a parfois des plans de lotissement où on dit cette zone est déclarée, par exemple, une zone où on va bâtir une école, on va bâtir un hôpital, que des gens par derrière vendent. Ils vont vendre ces parcelles-là. Alors, celui qui achète avec la complicité même avec les élus, avec les cadres à la base. Et lorsque peut-être un chef ou un dirigeant, qu'il soit municipal ou national, arrive et que lui veut appliquer les lois, on dit, lui là, il ne nous aime pas, ou bien, comme il est un opposant politique, c'est pour cela, il a dit qu'il faut casser ma maison. Alors que celui qui a dit ça, il n'a fait qu'appliquer les tests. Évidemment, il ne faut pas non plus, comme je dis toujours, appliquer à l'aveuglette les tests. Vous vous concertez, vous présentez la situation aux acteurs pour dire, voici ce que la loi a prévu. Telle zone-là, voici ce qui est là. Il ne faut pas le faire à la carte. Si tu as cassé pour X selon la loi, pour Y, là, il faut appliquer la même loi. Il ne faut pas dire, bon, c'est mes parents, hein, on ne doit pas toucher à mes parents. Mais l'autre là, lui là, il est de l'opposition, il faut casser sa maison parce que la loi s'applique à lui. On a été complaisant, c'est justement ça. Les gouvernements successifs ont été complaisants, que ce soit... Mais c'est comme ça que les politiciens détournent les voies dans les environs, c'est là où c'est dangereux. Pour dire, bon, il faut éviter... L'aménagement ne peut pas être fait à la carte, c'est-à-dire
ça là, c'est mon fief politique, on n'y touche pas. Non. Si on doit... Parce que de l'aménagement de Cotonou, de Calavi, dépend de l'aménagement, par exemple, des autres villes environnantes. Lorsque c'est bien aménagé ici, les autres villes vont en bénéficier. Si, par exemple, Cotonou ne gère pas bien ses eaux, par exemple, je donne un exemple où Calavi ne trouve pas des solutions aux eaux de pluie, quand ça va déborder sur les municipalités environnantes. Et c'est là le problème. Donc, si on aménage bien... Là-bas, la nappe est même déjà polluée. Merci beaucoup. Si on aménage bien... Avec de matières fécales que nous envoyons directement... Cotonou, Calavi, Ouida va se sentir bien. Porto Novo va se sentir bien. Si Porto Novo est bien aménagé, Dangbo et autres vont ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un tout, c'est une chaîne. Lorsqu'on fausse quelque part, lorsqu'on ne prend pas soin de ça, ça rejaillit forcément sur les localités environnantes. Donc, on n'a pas le choix. On est condamné à penser, à repenser notre aménagement et à bien faire les choses. D'accord. Alors, Narcisse Rouleau nous vous demande quels sont les curricula qu'il faut, comment dirais-je, prendre en considération pour devenir un expert dans le domaine. Là, vous êtes dans votre marigot. Je vous laisse la main totalement. Je vous regarde. Moi, j'ai fait le droit à l'université d'Abomey-Calavi, donc pour comprendre les questions de droit, tout ce qui a rapport aux lois encadrant, par exemple, la vie sociale ici, économique ici. Mais après, j'ai fait une spécialisation en droit international et comparé de l'environnement avant de faire mon doctorat en aménagement du territoire. Donc, si je dois partir de mon cursus, il faut maîtriser un peu les tests. C'est important. Vous ne pouvez pas aménager et puis dire, c'est pas... Vous ne vous levez pas pour dire on va aménager. Que disent les tests? Que prévoient les tests? Mais aussi, il faut collaborer avec les architectes. Donc, je dis bien que ce soit l'architecte ou l'aménagiste, c'est des gens qui travaillent ensemble, ou les urbanistes, c'est des gens qui travaillent ensemble pour se baser d'abord sur les tests et voir qu'est-ce qu'il faut proposer. Évidemment, au niveau du cursus, il faut étudier. Si je dois ainsi dire, vous étudiez dans votre domaine, aménagement. Il y a beaucoup de branches aujourd'hui qui existent en termes d'aménagement. L'architecture et l'aménagement vont ensemble. D'ailleurs, c'est deux départements au Canada qui travaillent ensemble. Aménagement du territoire et développement, mais aussi les architectes. Ils font partie de la même faculté. C'est important. À l'Université Laval, où moi j'ai étudié, ils font partie de la même faculté. Donc voilà ce cursus-là. Mais il y a aussi la capacité de comprendre les questions de la décentralisation. Quelles sont les prérogatives dévolues aux municipalités? Quelles sont les prérogatives? Donc on ne peut pas aujourd'hui penser aménagement sans décentralisation. Évidemment, il faut réfléchir à ça parce que c'est un contexte propice à l'aménagement. L'État n'est plus le seul acteur. L'État travaille avec les acteurs infranationaux. Ok. Alors, dans tout ça là, quand on parle de lotissement, il y a un acteur dont on parle souvent, c'est les géomètres. Est-ce que vraiment, quand vous les regardez là, est-ce qu'ils jouent vraiment leur rôle? D'abord, on les accuse de magouilleurs avec les autorités pour pouvoir morceler, où on définit des taux de réduction des parcelles et on fait les choses, on fait les gymnastiques et après, c'est un conflit généralisé dans une localité où les gens se tapent dessus proprement. Est-ce que vraiment les géomètres jouent leur rôle ou bien ils n'ont pas la compétence? Il y a un gros problème. Soit ça peut être l'absence de loi, l'absence de normes qui engendre ce fait ou la faiblesse dans l'application de ces normes-là. C'est pour cela que j'ai dit il faut des gouvernants forts, des gouvernements forts. Et quand je parle de gouvernement, je ne parle pas seulement de gouvernement national. On a des acteurs, les gouvernements des communes, là, les élus communaux. Il faut que ce soit des élus forts. Mais non seulement forts, mais qui maîtrisent eux-mêmes les lois. Parce que lorsque vous ne maîtrisez pas les lois, chacun pense que c'est sa décision qui passe. Au-delà de ce que vous pensez, de ce que vous voulez, il y a ce qui est requis, ce qui est normal, ce qui doit être fait. Parfois, le problème, c'est que ces géomètres, vous l'avez évoqué, s'entendent avec les élus. Mais ils ignorent ou ils outrepassent facilement les lois. J'ai appris la dernière fois, dans Calavi, ils ont arrêté un chef d'arrondissement, je ne sais plus, qui a été emprisonné, ainsi de suite. C'est des gens qui dépassent leurs prérogatives, ils dépassent les responsabilités qui sont les leurs, parce qu'ils se disent, quand on est élu, on a tous les pouvoirs. C'est une erreur d'appréciation. C'est une erreur que de penser comme telle. C'est donc important que les gens comprennent quel est leur rôle dans l'aménagement, quel est leur rôle, par exemple, si on parle de lotissement, dans le lotissement. Mais le géomètre, c'est un technicien dont on requiert les services. Il ne peut donc pas s'arroger tous les pouvoirs. Il y a des normes qui encadrent son travail. Il a un cahier de charge. Donc, la corruption, il faut lutter contre ça. Les élus ne doivent pas penser que si moi j'ai une parcelle, si je rentre dans le comité de lotissement, à la fin j'en aurai 10. C'est grave. Vous pouvez vous retrouver en prison. Vous pouvez vous retrouver parce que si tu n'as pas acheté, il ne faut pas
Faut pas espérer. Oui. Donc, c'est un système où ça a été installé. Et le lotissement, c'est l'occasion de tous les essais, de tous les travers. On dépossède des gens, on achète des parcelles fictives, on vend, on rachète. Ça devient un foutou, un bordel, excusez le terme. C'est donc important que, nous l'avons dit, le gouvernement, le pouvoir national, le gouvernement central, le gouvernement national s'entendent avec les élus et disent comment travaillons-nous sur l'aménagement ou le lotissement, par exemple, de votre localité. S'il faut même que le gouvernement ou les deux pouvoirs, que ce soit des communes et le gouvernement national, financent ou initient les opérations avec un bel encadrement. C'est ça, c'est l'important. Parce que lorsque les acteurs, parfois tout le monde attend, on se propose, on dit, c'est l'occasion pour moi de m'enrichir. Non, il faut finir avec ça. D'accord. Il y a Paul Chaudaton qui a parlé quand même d'une préoccupation, et je reviens là-dessus rapidement, c'est les indications de nos maisons. On a du mal à indiquer nos maisons. Je donne toujours un exemple quand je suis appelé à faire une émission sur cette affaire. Moi, j'ai fait l'expérience avec ma maman. On devait aller au Nigeria. Et au niveau comment dirais-je, de la gare routière, on a dit Ikoyi Kupa Road, number 22B. Le chauffeur nous a amenés à l'endroit. On n'a pas fait d'autres indications. Dès qu'on lui a dit Ikoyi Kupa Road, number 22B, il nous a amenés devant le portail. Mais ici, à Cotonou, malgré l'adressage, on continue de dire, arrivé à tel bar, il faut voir à côté, 3e rue, 2e maison, 4e étage. Voilà, c'est comme ça qu'on continue malgré l'adressage à Cotonou. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Je vais vous appuyer, je vais aller dans le même sens que vous. Ce matin, avant de venir, je devais aller prendre le petit déjeuner quelque part et j'ai mis sur Google restaurant dans Cotonou. D'accord. Et j'ironisais avec ceux qui étaient dans la voiture avec moi et j'ai dit, en fait, Google ne va pas reconnaître un restaurant. Il va peut-être, si on lui avait dit la vendeuse de haricots là, à Bobonogon, peut-être là où on prend un vent journal là, à droite, et puis tu regardes là, il y a un kiosque là, c'est là, peut-être Google va reconnaître. Bref, on ironise. C'est-à-dire, tout ça, ça fait partie aussi de l'aménagement. Vous allez voir, lorsqu'on lotit, on attribue des numéros de parcelles. Oui. Il faut que les gens commencent dans les espaces un peu aménagés. Par exemple, vous allez dans Zoka, là, il y a des logements sociaux qui ont été construits et au portail des maisons, on met le numéro 104B, 104 quelque chose C, et puis on reconnaît. Le lotissement permet d'aller vers ces choses-là. Le lotissement bien fait, l'aménagement bien fait permet d'aller. Et lorsque vous allez, les gens doivent identifier leur maison. Les gens, je dis souvent, il y en a qui disent on ne veut pas vivre comme les Yovos, on ne veut pas vivre à l'occidental. Non, ce n'est pas une question de vivre à l'occidental. Si nous avons commencé à nous urbaniser, nous sommes déjà à l'occidental. Donc, si on dit quand quelqu'un prétend se régler, c'est pas le bon côté qu'il faut ressembler. Si nous voulons bien faire, quitte à bien faire, faisons bien les choses. Lorsqu'on a commencé à lotir, il y a des numéros qui sont attribués que l'État impose que sur chaque porte, pour des questions même de fiscalité, pour lever l'impôt et tout ça, il faut identifier nos maisons. J'ai vu, entre-temps, dans Cotonou, on avait commencé à attribuer des noms aux rues. Oui. Même des numéros sont mentionnés sur les portails, mais on n'en fait rien. C'est comme si, on n'a rien fait. Voilà. Il faut aller, ça prend, je l'ai dit, ça prend une force, ça prend un engagement, ça prend, je ne dirais pas un passage en force, mais il faut donner force à l'autorité publique. D'accord. Je ne dis pas, vous avez utilisé le terme Django, on n'a pas besoin de Django, on a besoin de gens forts pour faire appliquer les normes. C'est sûr que les premières années, ça va créer des frustrations, mais on maintient la sensibilisation dès le départ, on la poursuit même pendant la mise en place de l'opération et on la continue même après la mise en place de l'opération. C'est ça qui va faciliter l'arrivée de ces approches-là. Sébastien Nyokhossou, il a parlé donc toujours de l'aménagement. Quand on décide, donc l'État décide de prendre une localité pour pouvoir mener quand même une politique ou un projet, il dit mais pourquoi on ne prépare pas la destination de ces gens-là? C'est ça le gros problème. C'est ça le gros problème aussi. Il faut pas, nous l'avons dit, il ne faut pas laisser les gens s'installer pour dire on va prendre. Oui, les gens se sont installés. Oui, maintenant, lorsque les gens sont installés, il faut dédommager. Et quand il faut dédommager sur sa juste mesure. Souvent, le dédommagement, c'est pourquoi l'État ne construit pas pour aller loger ces gens-là? C'est une mauvaise politique parce que construire pour eux, peut-être ils disent ça va être coûteux. Moi, je pense on peut construire, l'État peut construire. C'est-à-dire tout ça, ça doit être envisagé dès le départ. Ça doit être envisagé. C'est pas seulement remettre l'argent aux gens.
Il faut, lorsque la politique publique est pensée, élaborée, il faut voir les conditions de son applicabilité pour faciliter une meilleure réinstallation ou une meilleure insertion des gens dans leur nouvel environnement. Mais lorsqu'on ne repense pas tout ça, on va juste remettre l'argent. Peut-être il y en a qui vont aller boire sur la bille avec l'argent et puis il va toujours continuer à dire l'État m'a fait du mal, l'État m'a fait du mal. Donc c'est important de voir tout ça dans un ensemble stratégique. Qu'est-ce qu'on fait? Et la discussion avec les acteurs concernés peut aider à trouver les solutions. Avec les communes, peut aider à trouver les solutions. Il y a Charlemagne Saroyon de Kokokodji qui nous a envoyé un message sur WhatsApp. Il dit quel intérêt l'État a à laisser donc les acquéreurs s'installer avant de faire le lotissement. C'est de ça qu'on parle. Vous devez savoir que le Togo fait le lotissement avant l'installation des acquéreurs. On peut faire comme le Togo? Les conditions sont remplies? C'est important de copier ce qui est bien fait ailleurs. Alors, il ne faut pas aller copier comment les gens cassent ailleurs. Il faut aller copier plutôt comment ils font leurs choses bien. Si on lotit avant l'installation, on évite tous les problèmes. Après, évidemment, nous l'avons dit, il faut éviter de politiser ces questions-là. Ces questions, c'est des questions de vie et de survie de nos communautés. Parce que si tu construis, tu es installé, on vient te casser du jour au lendemain, tu deviens sans abri. Voilà. Joël Galbert Binazon, lui, il dit bonjour, cher invité. Comment trouvez-vous la décentralisation de façon générale en ce temps de rupture? J'ai eu, au niveau de ma thèse, j'ai eu à réfléchir un peu sur les questions de la nomination des secrétaires exécutifs. Voilà. Et je me suis posé la question, vu le pouvoir économique des communes aujourd'hui, les salaires des maires, les salaires des secrétaires exécutifs, mon inquiétude c'est lorsque l'État aura passé le temps où il a dit qu'il va prendre en charge leur salaire, est-ce que les municipalités ont réellement le pouvoir ou le pouvoir économique de payer les salaires de ces maires-là et de ces secrétaires exécutifs ou de tous les nouveaux acteurs qui ont été, ou les employés qui ont été imposés en griffe avec la nouvelle réforme? L'autre chose aussi, c'est ma crainte, c'est que les secrétaires exécutifs se sentent seulement redevables au pouvoir central et qu'ils soient juste comme des acteurs au niveau des mairies, des communes qui se sentent au-dessus des élus locaux. C'est ma crainte. Parce que si mon salaire vient de quelque part et que je sais que c'est le gouvernement, mon salaire vient du pouvoir central, on aura tendance à beaucoup plus écouter les injonctions du pouvoir central qu'à réellement travailler avec les acteurs locaux où je suis logé. Donc, c'est des inquiétudes que j'ai formulées au niveau de la thèse. L'autre aspect aussi au niveau de cette réforme, c'est une politique publique. Lorsqu'on l'implante, ça connaît forcément des imperfections. On peut retrouver ces imperfections, mais c'est de pouvoir repenser et corriger ces imperfections au fur et à mesure qu'on évolue. Et l'évaluation d'une politique publique pour vraiment mesurer les effets, mais c'est au bout de 30 ans au moins. D'accord. C'est au bout de 30 ans au moins. On a encore du chemin. Oui. Votre mot de fin pour clôturer? Mon mot de fin, nous pouvons faire les choses. En termes d'aménagement, oui, il y a certains travers qui sont là, mais ce n'est pas de la fatalité. On ne va pas dire on ne peut plus, non. L'État central et les acteurs locaux peuvent toujours s'entendre pour couper la saignée et repenser, voir comment agir pour le mieux des populations pour les fois à venir. C'est difficile, mais je pense que nous pouvons y arriver si nous arrivons à créer des conditions d'entente, de collaboration, que ce soit le pouvoir national, que les collectivités, à s'entendre pour dire nous n'allons plus laisser perdurer le mauvais comportement en termes d'aménagement. Nous allons couper court et instaurer un système où, pour acheter une parcelle désormais, tu es sûr que lorsque tu l'as, ce sera à vie. D'accord. Merci beaucoup à vous, Dr Hippolyte Dossa Dansou. Vous êtes un Béninois de la diaspora, vous résidez au Canada. Vous avez développé donc votre expertise, je le disais au début de cette émission, en aménagement du territoire et développement régional. Vous travaillez actuellement sur les questions d'écofiscalité, de mobilité durable. À nouveau, merci à vous pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Merci beaucoup pour votre accueil, monsieur Honoré Naoum. D'accord. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation à travers vos questions et vos commentaires. Était à la mise en onde, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Chikper et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés 94.3, Radio Cotonou, c'est la voix des Cotonouas. Bonne écoute à vous.